Hello à tous, je suis Éléonore Vigneron et je suis ravie de vous accueillir sur Rayonnante. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes qui rythment l'actualité ou l'innovation à Nantes et dans la région. Ensemble, nous discutons de leur parcours de vie, de l'origine de leurs projets et de leur vision de l'entrepreneuriat nantais. Rayonnante, un podcast original à écouter quand vous le voulez sur toutes vos plateformes de podcast. Elle s'appelle Johanna Giraudon, mais vous la connaissez sous le nom de Johanna Style Yourself. À 34 ans, elle est suivie par plus de 77 000 personnes sur Instagram et a depuis lancé sa marque de prêt-à-porter Fonce Elle Fonce. Mais qui est-elle vraiment et comment en est-elle arrivée là ? De son enfance près de Clermont-Ferrand dans une famille d'agriculteurs à ses premières expériences pro à Paris pour des marques de mode, Johanna ne s'était jamais projetée dans un quotidien d'influenceuse à Nantes. Et pourtant, sa détermination, 3000 posts publiés en 10 ans, et la passion qu'elle met dans son travail lui ont permis de se faire un nom ici et de s'imposer comme une référence sur le sujet. Alors quel est le business derrière ce mot influence et comment gagne-t-elle sa vie ? Pourquoi a-t-elle choisi de s'y consacrer un plein temps ? Quelle relation entretient-elle avec les marques et sa communauté ? Pourquoi a-t-elle décidé de lancer Fonce Elle Fonce ? Dans cet épisode, vous découvrirez la vraie vie d'une influenceuse qui entreprend. Bonjour Johanna. Bonjour Éléonore. Bienvenue dans Rayonnante. Alors on enregistre cet épisode aujourd'hui chez toi. Et on est ensemble pendant une petite heure, donc on va parler de toi, Johanna, de ton parcours bien entendu, de ta marque aussi, Fonce Elle Fonce, mais aussi d'influence. L'idée, c'est d'essayer de mieux comprendre avec toi cet univers, ta perception des choses, de la suite, des enjeux, tu vois, ta relation avec les marques. C'est aussi ça qui m'intéresse. Et puis de savoir si on peut encore se lancer en 2024 sur les réseaux sociaux. Mais avant, du coup, je te propose de commencer par te présenter, par nous dire qui tu es. Oui, alors déjà, merci pour le podcast. C'est le premier podcast que j'enregistre et je suis très heureuse de le faire avec toi, avec Rayonnante. Merci. Alors moi, c'est Johanna, j'ai 34 ans. Je suis originaire de Clermont-Ferrand. J'ai grandi dans un petit village tout près de Clermont-Ferrand, au sein d'une famille d'agriculteurs. Je suis très fière de ce côté-là. J'ai ensuite fait mes études du côté de Saint-Étienne et j'ai fait une école supérieure de commerce, programme Grandes Écoles. Et ensuite, j'ai travaillé 2 ans sur Paris, où j'étais chargée e-commerce, communication, au sein d'une marque qui s'appelle Ipanema. Une marque de bijoux. Une marque de bijoux, exactement. Et ensuite, je suis arrivée à Nantes, il y a maintenant 7 ou 8 ans, et j'y ai construit mon petit nid. Et alors, pourquoi est-ce que tu t'es installée ici ? Je ne connaissais pas du tout la ville. En fait, je suis partie de Paris à la suite des attentats en 2015, où ça a été un gros traumatisme pour moi et ma famille, parce que j'habitais dans une rue où les attentats ont frappé. Donc j'ai eu très peur. Je faisais partie des personnes qui étaient au Bataclan, mais 2 jours avant les événements, pour une soirée années 90 où on était entre copines en train de faire la fête. Donc vraiment, ça m'a bouleversée. Et j'ai aussi mon mari qui a perdu sa cousine au Bataclan. Donc vraiment, ça a été un gros traumatisme pour toute la famille. Et à la suite de ça, en fait, je me suis dit, mais je ne peux pas rester à Paris. Je vivais à distance avec mon mari, actuellement mon mari, mon copain. Donc moi, j'étais à Paris pour le travail. Lui, il était de son côté pour le travail aussi. Et je me suis dit, mais en fait, ta vie, tu veux la faire avec ton mec. Tu veux construire une vie de famille. Donc il serait peut-être temps de le rejoindre. Parce que lui, à ce moment-là, il travaillait à Nantes ? À ce moment-là, il venait d'arriver à Nantes, oui, pour une reconversion professionnelle. Il était rugbyman professionnel, donc c'est pour ça qu'on vivait à distance, en fait. Moi, je faisais mes études et lui faisait le rugby. Donc vraiment, on ne voulait pas déroger à nos passions, en fait. Enfin, à lui, sa passion et son travail, et moi, mes études, parce que je savais que j'étais en train de construire aussi mon avenir. Donc on a vraiment vécu 6 ans à distance. Et moi, je peux te dire que ça construit un couple solide, en fait. Et si on revient un peu sur ton enfance, donc tu nous disais que tu as grandi en Auvergne, dans un milieu plutôt au milieu de la nature, dans un milieu d'agriculteurs. Qu'est-ce que tu retiens de ces années ? Magique. Honnêtement, je suis toujours très émue de parler de là où je viens, parce que j'en suis vraiment très fière. Et je pense que j'ai construit des bases solides, avec une famille très aimante, une famille d'agriculteurs où j'ai passé ma vie dans les champs, dans la nature et avec ma vie très dynamique, citadine que j'ai eue après.
En fait, je me suis toujours ressourcée à la campagne. Et honnêtement, j'en garde un très bon souvenir. Et encore aujourd'hui, pour moi, c'est quand j'ai besoin de me ressourcer. Tu vas là-bas? Je Tes vais parents, là-bas. ils habitent encore là-bas? Oui, ils habitent Ouais. encore là-bas. J'ai toute ma famille qui habite encore là-bas. Ouais, donc ils t'ont inculqué, j'imagine, les valeurs du travail. Les valeurs du travail, les valeurs de... Ouais, vraiment, pour moi, c'est les valeurs de la vie, quoi. Enfin, c'est les valeurs du travail, les choses simples. Travailler avec la terre, ses mains. T'es une enfant unique, toi? Non, pas du tout. J'ai 2 frères. 2 frères, ok. Et toi, 2 t'es la frères. numéro combien? Je suis celle du milieu. D'accord. Je suis la seule fille et je suis celle du milieu. Et t'avais pas envie de travailler dans cet univers-là? Tu te projetais Non. comment quand t'étais petite? Honnêtement, ça m'a jamais attirée. En fait, j'ai eu un grand frère, donc j'ai un grand frère qui, lui, tout de suite, s'est passionné par l'agriculture. Donc, mes parents avaient transmis ça à mon grand frère. Et moi, je voulais travailler dans le commerce, travailler dans la mode, je voulais faire des grandes études. Voilà, c'était mon objectif. Et c'est ce que j'ai fait finalement. Ouais. Ça m'a jamais attiré de travailler dans l'agriculture. J'aime bien parce qu'en plus, c'est vraiment 2 univers complètement différents. Exactement. Sur l'agriculture et la mode. Ouais, c'est 2 univers différents, mais c'est comme finalement la campagne et la ville. C'est 2 univers complètement différents, mais qui peuvent être complémentaires. Mais mes parents, ils sont agriculteurs, mais ils ont toujours aimé la mode. On a une image peut-être très fermée ou moins maintenant, mais des agriculteurs où ils passent leur vie dans les champs, et ils n'ont pas besoin de s'habiller, voilà. Mais mes parents, c'était pas du tout ça. Ils aimaient la mode. On partait en vacances dans des endroits très animés, très dynamiques, où la mode était présente. Donc c'est toujours quelque chose qui m'a passionnée. Et dès le début, je voulais créer ma boîte. Ah oui, tu savais que tu voulais être entrepreneur. Ça, c'est quelque chose, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée. Parce que qu'est-ce qui t'attirait, tu vois, dans ce côté entrepreneur? Le sens du commerce et de travailler à son compte pour avoir une liberté. J'ai toujours vu mes parents travailler énormément, mais qui étaient libres lorsque le travail était un peu plus cool. À un moment donné, j'avais envie de créer des bijoux de chaussures. Ouais, marrant. Des bijoux de chaussures où on puisse customiser un peu nos chaussures en fonction de nos envies, de nos tenues. J'avais cette idée-là, mais en fait, après, j'ai fait des stages au sein d'entreprises où j'ai découvert aussi le e-commerce, le marketing digital. Et vraiment, je me suis passionnée parce que j'ai eu la chance aussi d'avoir des maîtres de stage qui m'ont fait grandir énormément et qui m'ont énormément appris. Et du coup, j'ai laissé de côté mon projet créatif pour vraiment me concentrer sur ces nouveaux métiers que j'apprenais. Donc en arrivant chez Ipanema, tu as travaillé dans le marketing digital, c'est ça? À la suite de mes études, oui, directement, j'ai trouvé un poste au sein d'Ipanema. Donc c'est une entreprise qui était en plein boom à ce moment-là. C'était une start-up. On n'était pas nombreuses. Hein. C'est 2 filles qui ont créé ça, très dynamique, avec des idées. L'esprit créatif régnait. Il y avait une idée à la seconde et on était une bande de nanas à travailler sur Paris pour Ipanema. C'était l'entreprise vraiment... on était tellement fiers de travailler pour la marque. Et comme c'était une entreprise en plein boom, une start-up, il y avait beaucoup de choses à faire. Et puis professionnellement, ça m'a énormément apporté. Parce que déjà, c'était mon premier job, sortie d'études. Les créatrices m'ont fait confiance. Donc elles m'ont mis sur plein de missions, aussi bien e-commerce, marketing, CRM, événementiel, où je représentais aussi la marque en dehors du boulot. Et comme j'aimais aussi bien les réseaux sociaux que le e-commerce, que le côté business, analyse, stratégie, mais aussi image, où je faisais la création de photos, vidéos. Et puis c'était un peu en mode système D, quoi. Enfin, il y a maintenant 10 ans peut-être. Les réseaux sociaux à l'époque, c'était quoi? Ipanema, elle communiquait sur quoi? Sur Facebook? Facebook, Instagram. Ouais, donc il y avait déjà Instagram. Ouais, il y avait déjà Instagram. À ce moment-là, donc tu avais déjà cette connaissance de tout ce qui était réseaux sociaux, animation des réseaux sociaux, comment faire grandir une communauté, comment entretenir ta relation avec ta communauté. Ou est-ce que tu as appris sur le tas Honnêtement, j'ai toujours été passionnée déjà. J'ai toujours aimé les réseaux sociaux. J'ai toujours aimé le côté image, belles photos. Et j'ai toujours aimé aussi le côté stratégie. Et je pense qu'au sein d'une entreprise, pour être efficace et performant sur les réseaux sociaux, il faut avoir les 2 côtés. Aussi bien le côté qualitatif que le côté stratégie, analyse. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que tu vois, si demain tu te lances, il y a quand même cette notion de piloter un peu comme tu piloterais une entreprise, quoi. Il faut. Mais surtout quand on est une marque.
Parce qu'on ne pose pas des photos juste comme ça ou juste pour le plaisir. Derrière, l'idée, c'est de faire grandir ta communauté. Faire grandir ta communauté, mais même attirer un maximum de ventes. Ouais. Donc oui, quand je suis arrivée chez Ipanema, c'était les débuts. Je me souviens, on faisait... c'était les débuts de l'influence aussi, parce que les marques travaillaient très peu avec les influenceurs à l'époque. Donc c'était les débuts où je contactais les influenceurs pour leur offrir des bijoux, voilà. C'était qui les influenceurs qui étaient connus à l'époque? Il y avait Caroline Receveur, il y avait Federica, June65, une niçoise. C'est marrant parce qu'on s'écrit parfois un petit peu avec Federica et ça a été l'une des premières influenceuses avec lesquelles on a travaillé. Et elle était tellement heureuse de travailler pour Ipanema parce qu'elle portait des bijoux tout le temps. Elle les mettait sur son blog, elle l'adorait. Donc vraiment, c'était un échange de bons compromis et c'est comme ça que j'ai réussi aussi à créer des liens avec les influenceurs, les leaders d'opinion et que j'ai rencontré de chouettes personnes. Ouais, c'est à ce moment-là que tu as commencé à les rencontrer. Tu t'es créé un petit réseau dans ce milieu-là. Quoi. Exactement. Ouais. Et tu es restée combien de temps chez Ipanema ? 2 ans. Et au bout de 2 ans, c'est à ce moment-là que tu t'es dit, je rejoins mon... Au bout de 2 ans, comme je te disais tout à l'heure, il y a eu les attentats. Et moi, j'étais vraiment marquée par les attentats. Et directement, ça a été un déclic. J'ai dit aux filles, aux créatrices, j'ai dit, en fait, je reviens pas. Je reviens pas travailler. J'avais le job de rêve, hein. Vraiment. C'était trop bien. J'étais à Paris, j'étais bien. Mais là, je leur ai dit, c'est plus possible, en fait. Ma vie, elle est pas ici. J'ai envie de donner du sens à ma vie. Il faut que je parte. Il faut que je rejoigne mon copain. Donc, je démissionne et je le rejoins. Et comment elles ont réagi ? Elles ont compris. Elles m'ont d'abord demandé de prendre le temps, de partir le temps que je veux pour rejoindre mon copain. Finalement, je suis partie auprès de ma famille. Je suis partie dans ma campagne avec ma famille parce que vraiment, ma famille, ça les a touchés aussi, ça les a marqués. Donc, je me suis ressourcée pendant quelques jours auprès des miens et je suis revenue à Paris. Ça a été très difficile parce que comme j'habitais juste à côté des cafés qui ont été frappés, ça a été très dur. Et là, je me suis dit non, en fait, je peux pas. Je peux pas revenir seule à Paris juste pour un travail, en fait. Ma vie, c'est pas ça. Puis je me disais, mais je peux pas, en fait. Je peux pas, j'ai envie de construire ma vie. Ma vie, je la vois en famille, je la vois près des miens, je la vois avec les gens que j'aime. Et le boulot, je le trouverai après, par la suite. On va se reconstruire professionnellement parlant. Mais personnellement, il fallait tourner la page. Ouais, c'est une force aussi de réussir à se dire ça. Ça a été un déclic. Vraiment. T'avais quel âge ? T'étais jeune quand même ? J'avais 25 ans. Ouais. À ce moment-là, j'ai vraiment choisi de donner du sens à ma vie d'un point de vue personnel. Et j'ai mis de côté le professionnel. Donc tu quittes Ipanema assez rapidement finalement. Très rapidement. Préavis et puis t'es partie. Très rapidement, quoi. Oui. Et là, t'arrives à Nantes. J'arrive à Nantes. Copain à Nantes. Vous arrivez tous les deux à Nantes ? Oui, lui, ça faisait quelques mois. Ça faisait peut-être 3 mois qu'il était à Nantes. Lui, il avait déjà un job ? Il était en reconversion, donc il faisait encore du rugby. Et puis derrière, il travaillait aussi pour une entreprise sur Nantes. Vous faisiez du rugby au Stade Nantais ? Oui. Et donc toi, t'as trouvé un job à Nantes rapidement ? Et finalement, j'ai trouvé un job très rapidement. Je bossais pour un gros groupe nantais et j'ai trouvé le job assez rapidement, effectivement. Tu faisais quoi pour eux ? J'étais chargée, pareil qu'à Paris en fait. Au début, j'étais chargée e-commerce, marketing. Et c'est une boîte qui était également en restructuration, qui était dans le sud avant, du côté de Marseille, et qui avait été délocalisée près de Nantes. Donc voilà, j'ai eu la chance de trouver ce poste parce qu'il était exactement le même job que j'avais sur Paris. Donc c'était un peu au début couteau suisse où tu dois faire les réseaux sociaux, le e-commerce, le CRM, la création de contenu. Donc c'était très prenant, mais à la fois très intéressant parce qu'il fallait tout construire. Et ça, j'ai toujours aimé cette idée-là de toucher à plusieurs sujets et toujours ce côté image, mais aussi stratégie. Et t'es restée combien de temps chez eux ? Je suis restée 5 ans. Mais en 5 ans, j'ai évolué, on m'a fait confiance. J'ai eu des responsables qui m'ont rapidement fait confiance, des directeurs qui m'ont aidé à évoluer rapidement. Donc ça, c'était chouette. Et puis j'avais cette double casquette finalement parce que j'étais aussi influenceuse à côté, créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Et en plus, je travaillais pour plusieurs marques, donc au sein de ce groupe. Donc j'avais la double casquette qui intéressait les marques. Et en parallèle, j'avais mon compte Instagram, donc mon entreprise, en tant qu'influenceuse.
D'accord. Et comment est-ce que tu as commencé justement cette histoire d'influence? Alors, j'ai commencé véritablement à me mettre sur les réseaux sociaux quand je suis arrivée à Nantes. Parce que quand je suis arrivée à Nantes, je ne connaissais personne. Je ne connaissais pas la ville et je connaissais personne. Donc, j'ai dû construire mon petit nid et je me suis dit, ça va passer par les rencontres que je vais faire. Et je me suis dit, à ce moment-là, je vais créer un blog et toutes les choses que je vais découvrir, je vais les partager sur mon blog. Parce que ça peut aussi intéresser ma communauté. Et de là, ça a pris. Tout de suite, j'ai senti un engouement vraiment autour de la ville de Nantes, mais aussi partout en France, parce que je remontais régulièrement sur Paris, parce que j'avais quand même des attaches aussi bien professionnelles que personnelles. Donc j'allais aussi sur Paris, et en fait, mes va-et-vient Paris-Nantes faisaient que j'avais quand même beaucoup de choses à raconter, à faire découvrir à ma communauté. Et voilà. Tu mettais quoi comme contenu sur ton blog? Tu mettais des adresses nantaises? C'était des adresses nantaises. Donc aussi bien food que prêt-à-porter, boutique. Des adresses Melouk aussi, beaucoup, que je pouvais dénicher dans des petits shops nantais. Il existe encore ce blog? Non. On peut le voir encore? Non, j'ai arrêté le blog lorsque je commençais à avoir des responsabilités au sein du groupe pour lequel je travaillais. Au bout d'un moment, j'ai plus réussi à tout gérer. Donc j'ai arrêté le blog, je me suis concentrée sur Instagram et le job que j'avais à côté. Oui, parce que c'est ça, comment est-ce que tu faisais pour gérer les deux en même temps? Déjà la journée, j'étais en entreprise, donc je travaillais. Et c'est après le soir et le week-end où je faisais de la création de contenu pour Instagram. Et tu disais qu'au début, quand tu as créé ton blog, tu avais déjà une communauté? J'avais une toute petite communauté. Comment tu avais fait pour l'acquérir, cette communauté? Honnêtement, je partageais ma vie sur Instagram. À l'époque, j'étais à Paris. Donc, à Paris, vous avez beaucoup de choses aussi à raconter, à partager. Je postais mes looks, mon lifestyle. Voilà, Tu parlais de ton boulot? Je parlais de mon boulot, oui. Ouais. Et je faisais de la promotion pour les marques pour lesquelles je travaillais sur mes réseaux sociaux. Parce que j'ai toujours travaillé pour des marques que j'aimais et où j'avais un attrait particulier. Donc, ça m'a toujours fait plaisir aussi de travailler, enfin de partager du contenu pour les marques avec lesquelles je travaillais. Et puis, c'était intéressant. Ma communauté aimait ça, en fait. Elle aimait aussi voir les coulisses des boîtes pour lesquelles je travaillais, comment ça se passait, des avant-premières, des backstage, tout ça. Et t'avais pas peur que, entre guillemets, les boîtes te disent « Attends, là, tu montres trop de choses de nos... » Alors, j'ai toujours fait attention à ce que je partageais. Et tout ce que je partageais sur mes réseaux sociaux, c'était pour promouvoir l'entreprise. J'ai jamais montré des choses qu'il ne fallait pas ou dénigrer les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé. Non, bien au contraire. Donc, les marques étaient contentes parce que derrière, je faisais de la promotion pour elles. Donc forcément, elles étaient contentes. J'étais un peu leur ambassadrice de marque. Et donc, cette petite communauté que tu avais créée sur Instagram, tu as suivi sur le blog quand tu as commencé à lancer ton blog. C'est dingue, ça. Et c'est là où ça a pris... switch. Ouais, parce que je faisais les deux. Le blog, j'écrivais un peu plus, je parlais, j'expliquais. Je pouvais écrire même des sujets un peu plus profonds, comme sur la vie personnelle. Chose que je fais un peu moins sur Instagram. Donc vraiment, le blog, il y avait... c'est là où ça a commencé à prendre aussi. Parce que les gens y trouvaient un intérêt. Et puis, ils arrivaient à comprendre un peu plus qui j'étais. Et ça, ils aiment bien. J'ai pas réussi à remonter. T'as démarré quand ton compte Instagram? J'ai voulu trouver l'info et je t'avoue que j'ai abandonné. Oh là là. Véritablement... Je l'ai depuis toujours. Je pense que je l'ai depuis 2012, mon compte Instagram. Ah ouais. Mais là où j'ai commencé à en faire quelque chose, c'est à l'ouverture du blog, donc en 2016. Et aujourd'hui, t'as une communauté de plus de 76 000 followers sur Instagram. C'est incroyable. T'es présente uniquement sur Insta? Oui. Les autres réseaux sociaux, t'y es pas? Un peu TikTok, si. Un peu TikTok. Oui. Et tu montres quoi sur TikTok? Des choses différentes ou... Oui, des choses différentes. Un peu plus spontanées. Mais je suis quand même beaucoup moins sur TikTok que sur Instagram. Parce que déjà, je manque de temps, je pense. J'ai pas le réflexe de poster. Donc, je me concentre vraiment sur Instagram. J'arrive pas à être partout, en fait, je crois. Et quand est-ce que, justement, ton compte a commencé vraiment à prendre de l'ampleur, tu vois? Quand est-ce que tu as senti que ça a marché? Tu te dis qu'il y a eu le blog et le phénomène d'avoir ces deux réseaux. Du coup, ça a grandi. Est-ce qu'il y a eu des étapes? Au début, ça a été le blog. Après, je dirais qu'il y a eu des étapes qui m'ont fait prendre conscience de la communauté que j'avais. En fait, je me souviens de la première grosse collab que j'ai faite.
C'était avec GHD. Et on est parti avec 2 autres influenceuses à Londres tourner une web-série. Trop sympa. Donc c'était génial et c'était une expérience qui était magique. Et moi, j'étais là, je venais d'arriver à Nantes, je connaissais personne à Nantes, j'étais pas trop dans le milieu de l'influence. Je me suis dit, oh là là, une marque comme GHD me fait confiance, mais c'est juste incroyable en fait. Et de là, je me suis dit, il faut que tu y ailles à fond en fait. Parce que si une marque comme celle-ci te fait confiance, c'est que tu vaux peut-être quelque chose dans le milieu. Donc vas-y, go, fonce. Et de là, j'ai vraiment commencé à beaucoup plus partager mes looks sur Instagram. Et ça a commencé à prendre. Okay. J'ai été beaucoup plus assidue, beaucoup plus rigoureuse sur mes contenus. Et puis ça a été vite. Mon réseau sur Nantes, il a été super important. Comme je connaissais personne, il fallait que je crée mon réseau. Donc j'allais à la rencontre des gens qui tenaient des boutiques, des gens qui tenaient des coffee shops, des abonnés. Je faisais des rencontres café avec des abonnés. En fait, je me suis nourrie de rencontres et d'échanges. Et ce qui a fait, à mon avis, aussi que ça a marché. Et il y a eu une autre étape clé, c'est quand je suis devenue maman aussi. Ouais, quand je suis devenue maman, j'ai attiré d'autres personnes, des mamans, qui pouvaient s'identifier à ma vie, à mon parcours, à mon rôle de maman et tout ce que je pouvais partager à ce moment-là sur ma grossesse, sur la naissance de mon fils, sur ma vie de famille, la vie de couple. Ils se sont identifiés là-dedans. Ouais, donc là, j'ai attiré une nouvelle communauté. Oui, on l'a pas dit, tu as eu un petit garçon. Oui, j'ai eu un petit garçon qui a maintenant 3 ans et demi, bientôt 4 ans. Après, c'est un travail de longue haleine aussi. Hein. Créer une communauté fidèle et engagée, ça prend du temps. Et je pense qu'il faut être passionné par ce qu'on fait. C'est grâce à toutes ces personnes, en fait, qu'on a un compte Instagram et qu'on peut en vivre derrière. C'est grâce à tous ces gens-là qui nous suivent au quotidien, qui nous font confiance, qui nous envoient des mots doux. Enfin, c'est incroyable l'amour qu'on reçoit sur Instagram. Vraiment. Et puis, j'ai toujours aimé rencontrer des gens, en fait. Vraiment. La richesse d'une rencontre, pour moi, elle est incroyable. Ne pas s'arrêter au physique des personnes et aller creuser. Ne pas s'arrêter aux préjugés qu'on peut avoir sur des personnes. Prendre un café et faire son propre jugement. Et on a tous, je pense, quelque chose à apporter aux personnes qu'on rencontre. Peu importe le milieu d'où l'on vient, l'univers dans lequel on évolue, professionnellement parlant, peu importe ce qu'on fait en fait finalement. Et ça, j'adore et c'est vraiment quelque chose que je veux pas perdre. Tu disais que voilà, ton compte Instagram avait commencé à prendre de l'ampleur, il y avait le blog, tu bossais en même temps, donc quand même pas mal de choses à gérer. T'es tombée en plus enceinte, t'es devenue maman. Ouais. Quand est-ce que tu t'es dit, j'arrête mon taf et je me consacre à plein temps à cette activité-là ? Le retour de congé maternité, j'avais l'impression de plus être à ma place. Parce que je pense que j'étais peut-être devenue maman et que mes envies professionnelles étaient différentes. Et puis j'ai toujours voulu rester un maximum de temps avec mon fils. Donc finalement, j'étais plus à ma place dans un cadre, dans un CDI, j'étais plus à ma place. Donc c'est à ce moment-là où je me suis dit, écoute, arrête ton CDI, concentre-toi sur ton activité que tu as à côté, donc Instagram, et occupe-toi de ton fils. Non, voilà, j'avais besoin de retrouver un équilibre que je ne trouvais plus, j'arrivais plus. Mon rôle de maman prenait forcément beaucoup de place et je voulais pas du tout déroger à ce rôle-là. J'ai mis longtemps à être maman, à devenir mère et je voulais vraiment que ce rôle-là, il soit pris à cœur et j'avais besoin d'être avec lui en fait. Donc j'ai décidé d'arrêter ce CDI qui me prenait énormément de temps et d'énergie pour plutôt développer mon activité Instagram à côté et pouvoir être libre. Tout à l'heure, tu parlais de la valeur, quand tu parlais de ton partenariat avec GHD, et tu dis, voilà, ce que je faisais, en gros, ça valait quelque chose. Donc, tu parlais un peu de la valeur de ton travail, et justement, ça m'intéresse de savoir comment est-ce que tu as fait pour mettre de la valeur sur ce que tu produisais. Comment est-ce que tu as fait pour fixer au départ le prix de tes contenus ? Alors, les prix se fixent en fonction du nombre de vues et l'engagement qu'on a sur nos posts, sur nos réels, et la communauté qu'on a également. Moi, j'ai la chance de travailler avec un agent qui m'accompagne au quotidien et c'est elle qui fixe les tarifs. Okay. Elle travaille avec plusieurs influenceurs, donc elle connaît mieux que personne les tarifs à pratiquer dans ce milieu-là
Et c'est elle qui négocie tous mes contrats avec les marques. Ok, donc les marques, elles passent par elle et elle négocie. Ouais, soit elle me contacte en direct et moi je transfère mes mails pour que ce soit elle qui gère la négo derrière, ou soit c'est elle qui a un très grand carnet d'adresses partout en France et c'est elle qui me trouve des contrats avec des marques que j'aime bien. Donc c'est elle qui démarche. Ok, donc elle met en avant vraiment le taux d'engagement, c'est ce que tu disais. Ouais, et puis elle met en avant aussi la personne, l'influenceur, Ouais. le profil, l'ADN de l'influenceur, parce que chaque influenceur a une image, a une patte, a quelque chose à lui qui lui est propre. Donc il y a des marques qui choisissent aussi des influenceurs par rapport à ce qu'elles représentent. Ça, c'est évident. Par rapport au ROI qu'il peut en dégager, donc par rapport aux conversions, au business, forcément, mais aussi, il y a le côté très image d'un influenceur. Et les marques, elles te fixent des objectifs? Non, parce qu'on ne peut pas fixer des objectifs de vue ni d'engagement. Les marques connaissent nos statistiques avant de signer un contrat. Donc elles ont espoir que forcément ça convertisse, qu'on fasse de la belle image. On fait valider la création de contenu. Donc on fait valider nos posts, nos stories, nos réels, lorsque les marques nous le demandent. Mais après, en termes d'engagement derrière, on ne peut jamais être sûr de comment la communauté va réagir. Donc il n'y a pas d'objectif. Mais toi, j'imagine que du coup, tu leur vends un certain type de contenu où tu dis, bah tiens, typiquement, si je fais un réel, je sais pas, dans ma maison pour promouvoir une tasse à café, je dis ça parce que je la vois là, je vais le faire de cette manière-là parce que je sais que c'est ce que ma communauté aime, apprécie, ou est-ce que tu innoves à chaque fois, tu proposes des nouveaux contenus, des nouvelles mises en scène? J'essaie de proposer du contenu différenciant à chaque fois. Surtout lorsqu'on a un contrat avec une marque derrière. Déjà, la marque peut venir avec une envie de contenu. Par exemple, sur mes réseaux sociaux, il y a du contenu que je poste à l'appareil photo et du contenu que je poste à l'iPhone. Donc le rendu n'est pas tout à fait le même. Et il y a des marques qui peuvent te dire, alors moi je veux un contenu très image, très quali. Donc j'aimerais que ce soit shooté de cette manière-là. Et là, ils m'envoient des posts ou des réels en me disant ça, on avait adoré ce que tu avais fait à ce moment-là. Si on peut avoir un truc dans le même style, c'est super. Il y a quelques marques qui font ça et d'autres qui ne le font pas du tout et qui laissent la liberté totale à l'influenceur. Donc là, dans ces cas-là, tu crées. Tu crées ton truc et puis tu testes et puis tu vois si ça prend. Tu testes. Ouais. Il y a une partie. Tu fais ça de manière très spontanée ou très réfléchie? Non, réfléchis lorsque j'ai un contrat. Au préalable, je me pose, je me fais une feuille de route, direction artistique, qu'est-ce que je veux faire, comment je veux faire ressortir le produit. On retrouve ton petit côté business. Non, mais c'est obligé. Non, et puis j'aime ce côté-là. Donc oui, on est obligé de réfléchir à ce qu'on fait avant de créer. Et tu sais, aujourd'hui, c'est quand même un business qui est beaucoup plus encadré. Comment est-ce que tu fonctionnes maintenant avec les marques? Et là, maintenant, on est dans l'obligation d'être transparente avec notre communauté. Okay. C'est-à-dire, derrière, lorsqu'il y a un contrat avec les marques, on est obligé de le mentionner sur nos stories et nos posts. Pour dire, je vous fais de la promotion d'un article, mais derrière, c'est parce qu'aussi il y a eu un contrat. Et ça, c'est pour la transparence de l'information auprès de notre communauté. Le terme, c'est publicité ou collaboration commerciale. Okay. Lorsque derrière, il y a une source de revenus. Et les personnes qui mettent lien affilié, ça veut dire qu'à chaque clic et conversion derrière, par exemple, je poste une chemise avec un lien, c'est un lien traqué, c'est un lien affilié. Derrière, toutes les personnes qui vont acheter ce produit-là ou un autre produit sur le site internet, l'influenceur va toucher une commission. Ok, hyper intéressant, parce que justement, j'allais te dire comment est-ce que les marques mesurent les retombées sur leurs ventes. Donc de cette manière-là. Ouais, alors sur les liens traqués, derrière, les marques peuvent mesurer les conversions. Ça t'arrive de recevoir encore des cadeaux de marques? Oui. Et dans l'objectif de poster du contenu derrière ou... Ça dépend. Il y a des marques qui imposent du contenu et d'autres juste pour tester les produits. Et libre à toi d'en parler ou pas? Libre à toi d'en parler ou pas. C'est arrivé de recevoir un cadeau et genre... Oui, et de ne pas en parler. Ouais. Oui. Notamment pour beaucoup de crèmes de beauté aussi. Vous testez une nouvelle crème, finalement, elle ne vous convient pas du tout. Vous n'aimez pas la texture, vous n'aimez pas l'odeur. Clairement, j'en parle pas. J'en parle pas parce que déjà, d'une, je veux surtout pas nuire à la marque. Parce que c'est pas mon objectif. Il y a potentiellement d'autres clientes qui vont aimer ce produit-là. Moi, je l'aime pas, ça veut pas dire que c'est une généralité. Tu leur fais des retours aux marques dans ces cas-là? Des fois, elles me demandent, oui, pourquoi j'ai pas posté. Et je leur dis, malheureusement, le produit me convient pas.
Et je préfère ne pas en parler que de mentir à ma communauté ou de faire une mauvaise publicité à la marque. Mais c'est rare quand même quand ça arrive. Parce que je sélectionne mes giftings. Je sélectionne vraiment les marques avec lesquelles je travaille. Donc si déjà je suis pas sûre de mon coup, j'y vais pas. J'y vais pas parce Comment que... tu fais pour sélectionner tes giftings? Tes giftings, c'est tes cadeaux? Ouais, c'est les cadeaux. Les marques me contactent en me disant j'aimerais ça. t'envoyer le produit de ton choix sur mon site. Alors, c'est une marque, par exemple, que j'aime pas forcément, que je porte pas dans mon cœur, donc je veux pas en parler. D'accord. Donc c'est là où tu leur dis non. J'accepte pas, oui. Ouais. C'est quoi le plus beau cadeau qu'on t'ait fait? Celui qui t'a fait le plus rêver? Honnêtement, le plus beau cadeau, c'est quand vous partez en voyage avec une marque. Ah, j'avoue. C'est les voyages presse. Ah oui, des voyages presse. Ouais. Ah oui, c'est vous pas partez en voyage. Non, vous partez en voyage, tu pars en voyage, tout frais payé par la marque pour promouvoir la marque. Oh, c'est top. Ouais, c'est top. T'es partie où, par exemple? J'étais partie à Londres. Là, je vais partir à Majorque prochainement, en Italie, en Suisse. Vraiment, c'est génial et c'est des expériences... Pour moi, c'est le plus beau cadeau, c'est quand tu pars en voyage presse. Et aujourd'hui, tu arrives à vivre de ton activité? Oui, j'arrive à en vivre, ouais. Derrière, je travaille aussi, je fais du freelance, où je continue de conseiller les marques sur toute la partie stratégie et je fais aussi de l'opérationnel pour elles, dans tout ce qui est community management, influence. Donc vraiment, cette double casquette, je l'adore. Et quelle relation tu as avec les autres influenceurs? Elles sont bonnes. Elles sont bonnes parce que j'ai toujours évolué finalement dans cet univers, que je travaille aussi côté marque, où je fais des stratégies influence. Donc je contacte beaucoup d'influenceurs pour leur proposer des contrats avec d'autres marques. En fait, cette double casquette me permet aussi de connaître beaucoup d'influenceurs et d'avoir un bon réseau et un bon feeling. Après, je suis sur Nantes. Je trouve qu'on est un peu... isolé et éloigné de tout ce mouvement très parisien, finalement, parce que beaucoup de choses se passent à Paris. Beaucoup d'événements se passent à Paris, il y a beaucoup d'influenceurs sur Paris. Donc je trouve qu'on est un peu isolé, mais c'est parfois pas plus mal. Hein. On est bien parce que ça reste un milieu, comme tout milieu professionnel, avec des collègues où il peut y avoir des conflits ou un peu moins de feeling avec certaines. Mais pour mon cas, honnêtement, j'essaie de... En tout cas, je m'entends bien avec tout le monde. Franchement, je n'ai pas de conflit. Je suis dans ma bulle, en fait, avec ma famille. Et tu as des marques, par exemple, nantaises avec lesquelles tu travailles, qui, du coup, t'identifient, ils vont te chercher pour ça? Oui, clairement, il y a beaucoup de marques et de plus en plus qui cherchent des influenceurs en local. Donc, par exemple, là, dernièrement, j'ai travaillé pour les Galeries Lafayette, qui voulait promouvoir les Galeries Lafayette de Nantes. Donc, ils cherchaient une influenceuse nantaise. Et j'ai fait des chouettes projets avec eux. On avait fait un meet-up où j'avais invité 10 abonnés suite à un jeu concours pour prendre le café et de présenter une collection Galeries Lafayette. Enfin, la collection Galeries Lafayette. Et c'était génial. Et pour le coup, oui, c'est une enseigne qui mise aussi sur le local. Et quelle relation tu as avec ta communauté? Elle est très bonne. Honnêtement... T'as pas de haters? Tu sais, on parle souvent de ce phénomène de lynchage sur les réseaux sociaux. Non. J'ai de la chance. Franchement, non, c'est toujours bienveillant. J'ai toujours des échanges bienveillants avec ma communauté. J'essaie de répondre à chaque message, d'échanger avec les personnes qui me suivent. Donc non, j'ai la chance de ne pas faire partie de ces personnes qui se font lyncher sur les réseaux sociaux. Parce que c'est dramatique quand même. Hein. Et tu vois, comment est-ce que tu gères ce phénomène de notoriété quand on te reconnaît dans la rue? Oh c'est cool, hein, franchement. Non, mais toujours, des fois je reçois des messages et honnêtement, je trouve ça fantastique parce que n'importe où, alors je le dis avec beaucoup d'humilité parce que je suis loin d'être une star et voilà, j'ai 76 000 abonnés sur Instagram, mais j'en ai pas non plus 3 millions, hein, donc calmons-nous. Mais je vais à Biarritz, je rencontre des abonnés. Je vais à Marseille, je rencontre des abonnés. Je vais dans les Alpes, je rencontre des abonnés. La dernière fois, en haut des pistes, au ski, dans une station des Pyrénées, j'ai rencontré une abonnée. Et elle m'a dit « Hey, Johanna !» et tout. Et je trouve ça génial, en fait, de passer du réel au virtuel.
Moi, j'adore. Et après, quand les personnes m'écrivent sur Instagram en me disant oh, je t'ai vu, tu étais en train de prendre un café à côté de moi, j'ai pas osé venir te dire bonjour et tout. Je dis mais si, ose. Ouais, c'est vrai. Toi, ça Ah, t'embête mais pas? oui, pas Ouais. du tout. Quand t'es en train de prendre un café avec des potes. Mais pas du tout. Non, tu t'en fous. Pas du tout. Ouais. La personne, elle est là et coucou, c'est moi, je m'appelle Julie, je te suis sur Instagram. Elle ressemble à quoi, là, si on se projette dans ton quotidien, elle ressemble à quoi ta journée type? Comment t'organises tout ça dans ta journée? Soit je fais de la création de contenu pour mes réseaux sociaux en fonction des deadlines que je me suis fixées. Donc création de contenu. Ou sinon je travaille pour Fonce Alphonse ou pour la partie freelance pour les marques avec lesquelles je travaille. En fait, j'ai pas une journée type. J'emmène mon fils et après je me Tu gères en concentre. fonction des Ouais, urgences? je me concentre. En fait, je fais mon planning au début de la semaine et j'essaie de m'y tenir. Je sais que Fonce Alphonse, je vais travailler par exemple 3 matinées dans la semaine. Les entreprises freelance pour lesquelles je travaille, en fonction des objectifs et ce que j'ai à faire sur la semaine, pareil, je vais me fixer tel jour où je vais travailler pour telle entreprise. En fait, j'essaie d'être organisée comme ça, sinon, en fait, on peut vite s'y perdre. Avec tout ce qu'il y a à faire, je suis obligée d'avoir un planning et de m'y tenir. Et comment est-ce que tu vois ce métier d'influenceuse évoluer dans les prochaines années? Je pense qu'il n'est pas prêt de s'arrêter. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'ai beaucoup entendu dire que ça commençait à s'essouffler. Je suis pas d'accord avec ça. En fait, je pense qu'il y a des marques qui débloquent moins de budget pour l'influence parce qu'elles ont énormément donné et qu'elles réduisent un petit peu leur budget. A contrario, il y a beaucoup de marques qui sont maintenant présentes sur l'influence et qui n'y étaient pas il y a quelques années. Parce que c'était un nouveau sujet, qu'on avait peur d'y aller. Et maintenant, c'est prouvé et on peut suivre la rentabilité d'une collaboration avec un influenceur. Donc, plus en plus de marques y vont parce qu'elles voient que ça fonctionne. Et que maintenant, on est obligé en tant que marque d'être sur les réseaux sociaux. Donc, je ne pense pas que ça se perd. C'est juste qu'on est aussi beaucoup plus nombreuses en tant que créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. C'est peut-être pour ça qu'on dit que ça s'essouffle, parce que moins de contrats, plus de monde. Mais je pense que ça ne va pas encore s'arrêter. On peut encore se lancer en 2024 sur les réseaux sociaux. Oui, je pense. Et ouais, donc on parlait de Fonce Alphonse, donc la marque que tu as créée récemment, en juin 2023. Raconte-nous comment tout ça a commencé. Alors, vraiment, je pense que j'étais prête quand j'ai démissionné. J'en parlais tout à l'heure. Quand j'ai démissionné du groupe pour lequel je travaillais, je me suis dit que c'était le moment de me lancer. Je venais d'avoir un petit garçon, j'avais cet esprit de famille, j'étais dans un good mood, famille, bien-être, voilà. Et je me suis dit, t'as toujours rêvé d'avoir ta marque, ta propre marque, t'aimes ta famille, tu viens d'avoir un petit garçon. Et tout de suite, je me suis dit, en fait, il faut que je crée une marque famille. Donc là, j'ai créé cette marque, Fonce Alphonse, qui vend et qui commercialise du prêt-à-porter pour enfants et adultes. Voilà, made in France. Je fabrique toutes mes collections en France. D'ailleurs, c'est un gros sujet. Des coupes oversize, des vêtements unisexes pour toute la famille. Voilà, c'est ma passion, honnêtement. Et ça a été un peu la concrétisation de toutes ces années où finalement, j'ai pas créé ma boîte. J'en rêvais. Mais j'ai eu des jobs où j'ai appris énormément de choses et je pense que c'était tout simplement pas le bon timing. Et là, j'ai eu le temps de créer ma communauté sur Instagram, de me nourrir professionnellement parlant, donc d'apprendre énormément de choses dans beaucoup d'univers. Et je pense que c'était le bon moment de créer sa marque. Et pourquoi est-ce que tu trouves que c'est un sujet de faire du Made in France? C'est un sujet parce que je trouve que c'est très compliqué. Je pense qu'on a perdu énormément de main-d'œuvre française de qualité quand toutes les marques ont voulu produire en Asie. Et à ce moment-là, je pense qu'il y a eu un gros sujet. Les jeunes ne voulaient plus apprendre ce métier parce qu'il n'était pas reconnu, pas suffisamment reconnu. Et je pense qu'on a perdu beaucoup de savoir-faire à ce moment-là. On commence à y revenir, honnêtement, à toutes ces valeurs, à tout ce sens qu'on veut donner à nos vies. Donc tant mieux. On y revient. Après, c'est difficile parce que les ateliers français, il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de marques qui veulent s'orienter aussi sur du Made in France. Donc, les ateliers sont très demandés et ils sont très chers. Le coût de production d'un vêtement en France, il est très élevé.
Donc, faut pas oublier que le nerf de la guerre, quand on a une marque de prêt-à-porter, c'est aussi de faire des marges, parce que sinon, la marque ne peut pas survivre, en fait. Donc, si on fait pas de marge, la marque ne peut pas être pérenne. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué aussi. Et comment est-ce que tu trouves l'inspiration pour créer tes collections ? Ça se fait un peu jour et nuit. Honnêtement, faut que je sois dans une bulle très créative lorsque je veux être inspirée et faire parler ma créativité. Donc, il faut que je sois dans un environnement qui m'inspire. Ça se passe aussi la nuit. Honnêtement, la nuit, ça fait tic-tac, tic-tac. Des fois, je me réveille et je me dis, waouh, j'ai une idée miraculeuse. Je prends mon téléphone, j'écris tout sur mes notes en me disant, mais oui, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je réfléchisse à ci, à ça. Et voilà. Sinon, c'est permanent, en fait. Et alors, je vais terminer ce petit podcast par des questions sur Nantes. Alors, qu'est-ce que t'évoques Nantes ? Qu'est-ce que tu aimes à Nantes ? J'ai aimé et j'aime l'accueil des Nantais. Okay. Vraiment, quand je suis arrivée et que je connaissais personne, j'ai été très bien accueillie. Vraiment, la proximité qu'on peut avoir, que les gens peuvent avoir les uns avec les autres. Donc ça, c'est chouette. Culturellement parlant, je trouve que c'est une ville très dynamique. Il y a énormément de choses à faire à Nantes, d'un point de vue culturel, mais aussi professionnel. Je me rends compte, là, je fais partie d'un réseau de Nantaises qui s'appelle Bande de Meufs depuis quelques semaines. Et je trouve ça génial, en fait. C'est un groupe d'entraide entre personnes, entre filles qui ont créé leur entreprise d'univers complètement différents, avec des âges différents. Enfin, vraiment une expérience qui est complètement différente. Et je trouve ça très riche, en fait, humainement et professionnellement. Donc, je retiendrai l'accueil des Nantais. Et est-ce que tu aurais des adresses à nous recommander ? Alors en adresse, je recommanderais peut-être des cafés, des coffee shops dans lesquels je vais souvent. C'est des sources d'inspiration pour moi, c'est là où je me sens bien aussi. Un café où je vais souvent, c'est Alaya Café, qui a créé aussi Horizon Café. Je vais aussi beaucoup chez Café Penché. On est très bien accueillis à chaque fois. Good Life, voilà, c'est des adresses où je vais souvent. Trop bien. Merci Johanna pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui, c'était hyper intéressant. Et à bientôt. Merci, à très vite. Bravo à toi, cher auditeur, qui est allé au bout de cet épisode. Si tu l'as aimé, merci de le partager largement autour de toi. Et puis si tu veux m'aider à faire connaître et grandir Rayonnante, eh bien tu peux tout simplement mettre 5 étoiles et un commentaire sur l'appli Apple Podcast. Je te souhaite une belle semaine et je te donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode.